Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie, proposé par MMA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épargne et à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent diversifier leur assurance vie, les unités de compte. Souvent considérées comme un des moteurs de la performance à long terme, les unités de compte offrent un large éventail de possibilités d'investissement, des actions aux obligations en passant par l'immobilier. Contrairement aux fonds en euros, elles permettent d'accéder à des marchés plus dynamiques, mais comportent également des risques. Alors, comment bien choisir ces unités de compte? Quels sont les réflexes à adopter? Et surtout, comment les intégrer efficacement dans sa stratégie d'assurance vie? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Michael Joussaume, responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction Assurance Vie. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Michael, vous qui connaissez très bien le sujet, j'ai envie de vous demander, en préambule, pour que l'on comprenne bien de quoi nous parlons, de nous définir ce qu'est un support en unité de compte dans le cadre de l'assurance vie. Bien sûr. Alors, les unités de compte, qu'on appelle aussi UC, désignent des supports d'investissement autres que les supports en euros. Ce sont les supports qui composent les contrats d'assurance vie multi-supports, justement. Concrètement, une unité de compte représente souvent une part d'un organisme de placement collectif, l'OPC. Ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Cette activité est très encadrée et toute OPC doit obtenir l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Alors attention, comme toujours, il faut savoir que les montants investis sur les supports en unité de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse et qu'ils dépendent en particulier d'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut donc entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent. Très concrètement, comment fonctionnent les supports en unité de compte? Alors, lorsque vous investissez sur des supports en unité de compte, vous achetez un nombre défini de parts. L'assureur, de son côté, garantit leur nombre, mais pas leur valeur, qui peut fluctuer, comme on l'a dit, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers sur lesquels l'unité de compte est investie. Les supports en unité de compte permettent, en contrepartie de l'acceptation d'un risque de perte en capital, de diversifier votre investissement avec des perspectives de rendement à moyen et long terme. Et quel type d'actifs peut-on retrouver au sein de ces unités de compte? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors, l'offre en unité de compte au sein d'un contrat d'assurance vie peut être très large. Plusieurs actifs peuvent être proposés, et notamment des unités de compte monétaires. Ces unités de compte sont peu rémunératrices, mais aussi peu risquées. On va trouver également des unités de compte obligataires, qui sont des supports investis principalement donc en obligations souveraines, donc des obligations émises par des États ou des obligations corporate qui sont émises par des entreprises privées. Ce sont des supports d'investissement également réputés solides, mais avec des variations un peu plus importantes de leur valeur. Des unités de compte actions. Ce sont celles qu'on connaît le plus souvent. Elles offrent de nombreuses thématiques d'investissement. Il est, par exemple, possible de privilégier des fonds qui concentrent leurs investissements sur des entreprises œuvrant dans un secteur d'activité spécifique, l'énergie, l'agroalimentaire ou sur une zone géographique. Et puis, on va trouver également des unités de compte immobilières qui permettent d'investir notamment dans l'immobilier professionnel comme les bureaux, les commerces et donc de percevoir des revenus réguliers. Peut-on dire que les supports en unité de compte se marient bien avec les supports en euros? Absolument, ils sont même complémentaires. Il est intéressant de combiner des supports en euros et des supports en unité de compte pour diversifier son contrat d'assurance vie multi-support pour des clients, par exemple, qui recherchent un potentiel de performance sur le long terme en contrepartie de l'acceptation d'un risque de perte en capital. De manière très concrète, la diversification va consister à répartir une enveloppe d'investissement entre différents types de supports, choisis en fonction de leur exposition au risque et du rendement qu'ils peuvent ensuite laisser espérer sur la durée. Avoir une bonne diversification, c'est autant que possible avoir un contrat contenant des actifs décorrélés entre eux, c'est-à-dire des actifs qui n'évoluent pas toujours dans le même sens au même moment. Cela permet de trouver des relais de performance, mais aussi de réduire le risque. Le choix des supports et la répartition entre les supports en euros, et donc les supports en unité de compte, vont bien entendu dépendre du profil d'investisseur du client. D'autres choses à savoir s'agissant de la diversification? Alors oui, la diversification passe également par la diversification géographique. Les compagnies d'assurance proposent généralement des supports en unité de compte dont les fonds d'adossement, les OPC par exemple, sont investis internationalement. Toutefois,
D'autres permettent d'investir dans certaines zones, comme l'Europe, l'Amérique, l'Asie. D'autres encore vont viser un pays encore plus particulier, comme la France, l'Allemagne, le Japon. Pouvez-vous clarifier la notion de risque associée au support en unité de compte par rapport à un investissement plus classique sur un ou des supports en euros? Alors, comme on le sait tous, les supports en euros offrent une garantie en capital, contrairement aux supports en unité de compte. C'est toujours la fameuse relation entre les performances et les risques, les uns n'allant pas sans les autres. En revanche, les supports en unité de compte offrent un potentiel de performance plus important sur la durée. Alors attention, la recherche de performance suppose toujours une prise de risque supportée par l'adhérent. Ainsi, en cas de dégradation des marchés financiers, leur valeur peut fortement diminuer. Mais que les épargnants prudents se rassurent, il est possible d'ajuster le niveau de risque lié à ces investissements. Et justement, comment fait-on pour ajuster ce risque? Ce niveau de risque peut être plus ou moins important en fonction du type de support d'investissement choisi et de leur proportion. C'est le panachage entre support en euros et support en unité de compte. Pour aider les adhérents à choisir, les unités de compte sont classées notamment selon leur niveau de risque et de rendement. Une notation faite sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le moins risqué et 7 le plus risqué. Cette échelle de risque et de rendement, qu'il est possible de retrouver dans certains documents réglementaires, comme ce qu'on appelle le document d'information clé, mais aussi souvent dans le reporting mensuel qui est fourni. Ces documents sont émis par la société de gestion ou la compagnie d'assurance et ils sont basés sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l'unité de compte et sur la solidité de l'entreprise qui le propose. Attention, comme toujours, les performances passées ne présument en rien des performances futures. Comme vous nous l'avez mentionné, il existe tout un panel de supports en unité de compte. Comment un investisseur devrait-il choisir entre ces différents supports? Alors d'abord, il est conseillé d'investir plutôt en fonction de ses objectifs. Par exemple, la préparation de la retraite, la valorisation d'un capital ou épargner pour donner un coup de pouce futur à ses enfants pour l'acquisition d'une résidence principale. Enfin, il y a autant d'exemples que d'objectifs personnels. Il faut d'abord donc choisir, définir ses objectifs, puis investir en fonction de la typologie des actifs. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, lors de l'ouverture d'un contrat ou d'une demande d'investissement, les assureurs sont légalement tenus de les aider, de les accompagner pour identifier dans la palette des investissements disponibles celui ou ceux qui correspondent le mieux à leur situation en déterminant ce que nous appelons le profil d'investisseur. Pour offrir ce conseil, ils vont les interroger sur leur horizon de placement souhaité, leur connaissance des placements financiers, leur expérience, mais également sur leur situation personnelle, l'âge, la profession, les formations, la situation familiale et bien entendu la situation financière. Et puis au final, sur leurs objectifs d'investissement et la tolérance au risque. Ces différents éléments sont recueillis au moyen d'un questionnaire que le conseiller conservera ensuite, sachant que ces informations devront être régulièrement mises à jour afin de s'assurer que leur contrat est toujours adapté au profil de l'épargnant. C'est souvent considéré comme un moment un peu long, mais il est déterminant pour ensuite bien orienter ses placements. Les unités de compte, peut-on dire qu'il s'agit de produits liquides et facilement mobilisables, ou au contraire que ce sont des actifs dont il faut privilégier une détention longue? Alors dans l'absolu, les sommes investies dans un contrat d'assurance vie sont, sauf exception très particulière, toujours mobilisables en réalisant un rachat partiel ou total. Les produits générés, les performances, sont alors soumis à une fiscalité spécifique. Mais ce n'est pas sa vocation première, non? L'assurance vie, ce n'est pas un produit fonctionnant par exemple comme un livret A. Tout à fait, il faut avoir à l'esprit que l'investissement sur un contrat d'assurance vie s'apprécie sur le moyen long terme, c'est bien la vocation. L'épargne accumulée ne doit pas être vue comme une épargne de précaution qu'on le peut mobiliser rapidement à court terme pour financer un projet ou une dépense imprévue. Ce serait trop réducteur d'utiliser l'assurance vie uniquement pour ça. Autre argument qui plaide pour le long terme, un rachat exécuté au mauvais moment, typiquement dans un contexte de baisse des marchés financiers ou une période de forte nervosité sur ces mêmes marchés, peut entraîner une moins-value. Quelles sont les tendances actuelles en matière de support en unité de compte? Observe-t-on certaines évolutions marquantes dans ce secteur? Oui, une nouvelle tendance se dessine depuis plusieurs années maintenant, mais elle monte en puissance. C'est ce que nous appelons la finance durable. La finance durable, ça désigne l'ensemble des pratiques financières qui vont chercher à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme.
Donc l'expression finance durable va recouvrir 3 aspects: la finance socialement responsable, la finance verte et la finance solidaire. Alors si on revient un petit peu dessus, la finance socialement responsable, c'est une approche qui consiste à sélectionner des produits financiers, que ce soit des actions, des obligations ou autres, en s'appuyant principalement sur 3 critères liés au développement durable. La finance verte, de son côté, recouvre des initiatives et la réglementation qui visent à faciliter les investissements avec un impact positif sur l'environnement, les milieux, les écosystèmes, tout en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, la finance solidaire a, elle, pour objectif de faciliter le financement de projets destinés à lutter contre l'exclusion et améliorer la cohésion sociale. Ces 3 formes de finance durable ont été officialisées en France par 3 labels d'État. Le label ISR, investissement socialement responsable, le label Greenfin, la finance verte, et le label Finansol, la finance solidaire. Vous pouvez trouver toutes les informations liées aux conditions d'obtention de ces labels sur leur site officiel. D'ailleurs, Mickaël, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir davantage sur la finance durable, nous les invitons simplement à écouter le podcast intitulé « Investir durablement ». Je referme la parenthèse. Poursuivons, Mickaël. Vous avez peut-être une autre tendance à nous partager ? Oui, absolument. Ce que l'on observe également, c'est que les épargnants sont particulièrement intéressés actuellement par ce que nous appelons les supports à formule. Les supports à formule. Là encore, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Appelé également produit structuré, un support à formule est un support d'investissement dont la durée est connue à l'avance. 4 ans, 6 ans ou 8 ans, et qui est généralement constitué de 2 composantes, 2 briques essentielles. La première, c'est une composante obligataire, qui vient le plus souvent assurer une protection du capital, une garantie, et une autre brique, qui est une composante dite optionnelle, qui va, elle, reposer sur une hypothèse de rendement liée à l'évolution d'un indice boursier, d'un panier d'actions, ce que nous appelons le sous-jacent. À l'arrivée de l'échéance qui a été déterminée à l'origine, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par ce sous-jacent. Comme tous les supports d'investissement, évidemment, ces supports présentent aussi une part de risque. Plus globalement, le contrat d'assurance vie multi-support est à conseiller à tout type d'investisseur ou faut-il avoir déjà un peu d'expérience en matière financière ? Pas nécessairement. Tout le monde peut accéder à ces différents supports d'investissement en tenant compte, et c'est important, d'abord de son profil d'investisseur. Pour les non-initiés, il est préférable de connaître ou de reconnaître soi-même que l'on n'a pas les compétences pour intervenir seul sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des conseillers financiers se tiennent à la disposition des assurés pour les aiguiller sur les différents supports et les accompagner dans le temps. Il faut également se dire qu'en franchissant le pas, il est possible d'acquérir de l'expérience graduellement et de monter en compétences. Le tout est d'oser se lancer en ayant conscience de ses limites et des risques. Et nous essaierons de suivre votre conseil de franchir le pas. Mickaël, nous arrivons au terme de notre podcast. Merci de nous avoir prodigué quelques conseils en la matière. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast. À bientôt. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MMA.